Alors, il y a un moyen normalement de mettre son nom. Recording is on. Attends, un tout petit peu, à la limite, ça serait bien. Ouais. Voilà. On est comme des copains. Amélie et Firmin rêvent d'un monde idéal. Mais malheureusement, c'est encore loin d'être le cas. Que peuvent-ils donc faire? Aider dans les catastrophes? Construire des infrastructures dans les pays pauvres? Envoyer de l'argent à des associations locales? Faire changer des lois considérées comme injustes? Changer ici nos comportements qui ont des effets négatifs là-bas? Tous ces moyens ont leur utilité. Ils sont très souvent complémentaires. Aujourd'hui, nous voudrions vous parler de l'un d'entre eux qui nous tient à cœur. L'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire. Pour bien comprendre ce que c'est, allons-y par étapes. Éducation vient du latin ex ducere, qui signifie littéralement « conduire en dehors de ». En d'autres mots, faire éclore. Et faire éclore ne signifie certainement pas d'imposer des idées, de conditionner. Pour faire éclore, il faut donner les moyens et la liberté à l'autre de devenir ce qu'il veut. Bonsoir. Éduquer, c'est proposer. C'est émanciper. La citoyenneté nous concerne tous. Je suis Anne-Marie Migné de Amélie l'île de et la Firmin, Réunion. vous vous rappelez? Eh bien, ils sont citoyens. Est-ce que vous Et m'entendez? comme tout citoyen, ils n'arrêtent pas de Bonjour. faire des choix Oui. dans de nombreuses situations de leur vie quotidienne. En tant que consommateurs, ils peuvent privilégier un magasin plutôt qu'un autre, acheter local plutôt que des fruits Est-ce que exotiques, vous avez par mon souci image? d'écologie, par exemple. En tant qu'épargnants, ils ont préféré investir de l'argent dans l'agriculture biologique Oui. plutôt que dans l'agriculture industrielle. Ok, moi aussi. Électeurs, ils ont une responsabilité. Dans les urnes, ils choisissent le parti de leurs convictions. Amélie a aussi écrit au gouvernement pour lui dire sa façon de penser. Leur métier les amène à faire Je des dois choix tous les couper jours. mon micro En tant que pour restaurateur, pouvoir vous Firmin entendre, c'est choisit ça? ses fournisseurs et en tant que médecin, Amélie peut prescrire des médicaments onéreux ou non. Dans leur temps libre, les choix sont nombreux. Firmin est bénévole dans un club de tennis de table et Amélie préfère le tir à l'arc et s'occupe de sa mère âgée. Ils sont sollicités par de nombreuses associations. Firmin soutient un projet de santé au Congo auquel il envoie de l'argent. Quant à Amélie, c'est moins son truc. Même avec leurs amis, ils font des choix. Si Firmin s'est opposé avec douceur et fermeté aux propos machistes de son ami Raoul, Amélie a convaincu ses collègues de boire moins de soda. Et fermeté aux propos machistes de son ami Raoul, Amélie a convaincu ses collègues de boire moins de soda. En bref, chacun de ces choix a des conséquences. Et à leur mesure, Amélie et Firmin sont des prescripteurs de comportement. Éduquer à la citoyenneté, c'est faire prendre conscience que l'on fait énormément de choix et que chacun de ces choix a des conséquences. Aujourd'hui, il n'est plus possible de limiter la citoyenneté à un lieu en particulier. La citoyenneté est mondiale. Dans notre monde ultra connecté, les gens voyagent et migrent. L'information n'a plus besoin du Poney Express pour traverser les États-Unis et l'argent pèse beaucoup moins lourd. Quant à la pollution, elle ne s'arrête pas à la douane. De la même façon, les choix d'Amélie et Firmin ont un impact ailleurs, en Chine, en Afrique, en Amérique et même en Antarctique. Qu'on le veuille ou non, nous sommes tellement interdépendants que nous sommes des citoyens du monde. Ce n'est plus à l'échelle de son village ou de son pays qu'il faut penser, mais à celle de la planète. Firmin est un citoyen qui a bien compris que les choix qu'il fait comme consommateur, comme épargnant, comme électeur, comme cuisinier ont un effet sur le monde entier. Oui, ça, il l'a très bien compris. Et malgré ça, il pourrait faire les choix qui lui sont les plus profitables, dans son seul intérêt, sans se soucier des autres. Il serait toujours un citoyen du monde, mais serait un peu égoïste. Une citoyenneté mondiale et solidaire, c'est poser des choix de citoyens dont les effets, les conséquences affectent positivement la vie des autres êtres humains. C'est se sentir concerné par l'accès de chacun à ses droits fondamentaux et utiliser sa citoyenneté pour favoriser cet accès. L'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, c'est participer à l'émergence d'une opinion publique plus éclairée et plus agissante. Ce programme ambitieux implique l'acquisition de différentes compétences. Tout d'abord, l'acquisition de savoir. Il faut connaître les conditions de vie des autres êtres humains, mais aussi comprendre le fonctionnement du monde pour discerner les liens de cause à effet, les conséquences de nos actions dans un monde interdépendant. L'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire implique l'apprentissage de savoir-être.
Il faut en effet que les gens réfléchissent aux valeurs qui comptent pour eux et qu'ils veulent mettre en œuvre, défendre. Je parle. L'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire implique le développement de savoir-faire. S'associer pour mener à bien une action collective requiert une multitude d'aptitudes qu'il faut développer. L'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire est pleinement un moyen de changer le monde pour qu'il devienne globalement plus juste. Elle nous invite à prendre nos responsabilités. Elle nous concerne tous. Bah, c'est bien. Ouais, c'est tout simple. Ça va, Donc, bonjour, je suis Daniel Durand. Je suis heureux de voir qu'il y a déjà quelques personnes pour cette petite réunion. Donc, on attend d'autres personnes encore. Roger Winterhalter, Marie Carlin, Camille Amici. Et donc, cette réunion est enregistrée. Donc, c'est pour ça qu'il y a un petit peu de formalisme. On a commencé par une petite introduction. Et maintenant, je vais vous inviter à vous présenter. Donc, la règle, c'est que lorsque vous parlez, vous ouvrez votre micro pour parler, mais aussitôt après, vous le fermez pour éviter les interférences et pour éviter les échos. Oui. Donc, alors, on va commencer peut-être par Anne-Marie. Anne-Marie qui est à la réunion. Oui. S'il vous plaît. Oui, je vis à La Réunion depuis de nombreuses années. J'ai 70 ans. Je suis donc responsable aussi d'une petite école à Madagascar. Je vais très souvent à Madagascar. J'aide une petite école de brousse à fonctionner. Donc, je suis entre La Réunion et Madagascar très souvent. Voilà. Sinon, je suis chez moi. J'ai un grand jardin et je m'occupe aussi de mes plantes. Voilà. Et j'ai le souci, effectivement, de l'avenir du monde. Donc, c'est pour ça que je me suis jointe à vous ce soir. Oui, parce que pour vous, c'est le soir. Oui, pour nous, c'est le soir, oui. Oui, il fait déjà nuit à La Réunion. D'accord. Voilà. Merci. Jean-Baptiste? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, bien. Ah, bien. Bonjour, alors je suis Jean-Baptiste et je dirais que participer aux citoyens du monde, c'est bizarre, je n'ai plus d'image. Bon. Non, il y a quelques-uns qui ont coupé leur caméra au lieu de couper leur micro. D'accord. Ils vont revenir. Participer aux citoyens du monde, c'est un peu une démarche de contribuer à quelque chose de pacifique dans notre monde qui en a bien besoin avec tout l'égoïsme et même la violence que je constate, y compris parfois près de moi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voudrais apprendre un peu votre démarche. Merci. Alors, il y en a trois qu'on ne voit plus. Oui, si vous voulez prendre la parole. Ah. Il y a des petits problèmes techniques. Bien, vous qui êtes... Ah. Il y a des coupures. Vous m'entendez? Oui. On entend quelqu'un, oui. Voilà, je suis Hubert Salon, je me présente, je suis sur Daumont, dans le Val d'Oise, en région parisienne, et j'ai connu Citoyens du Monde par Joseph Coulpe, qui habite également Daumont, et qui est membre de l'organisation depuis longtemps. Donc c'est un peu comme ça aussi, c'est la première fois que j'assiste à une réunion, et je viens voir, disons, la réunion. Oui.
Donc, Joseph Kurp, je crois que je l'ai rencontré il y a quelques mois au local à Paris. Oui, c'est possible et il m'a dit qu'il ne pourra pas assister ce soir par des problèmes techniques à la réunion de visioconférence. Voilà. Il y a des gens qui sont en couple sur leur canapé, là. Non. On ne vous entend pas. Bon. J'ouvre le micro. Oui, on vous entend un peu là. Ah, il faut ouvrir le micro. Je vais bien, en fait. C'est pas encore fait. Voilà. Toi. Bonjour, je suis Martine et je vous appelle de Marseille. Contente le thème me plaît bien. Moi, je suis très intéressée par les écoles démocratiques. Donc là, il nous manque une image et le son n'est pas très bon. On a compris que vous étiez de Marseille. Bien. Donc, bon, vous avez vu la petite vidéo qui était faite pour introduire le sujet, donc l'éducation à la citoyenneté mondiale. Peut-être voulez-vous vous exprimer sur ce que vous avez vu là, et puis dire que vous attendez en plus. Ah, il y a du monde qui essaie de se connecter. Bonjour Daniel, je suis là. Ah, Peter. Peter, je reconnais ta voix, mais je ne vois pas ton visage. Non, j'ai du mal à connecter. Tout à l'heure, il y avait une erreur technique. D'accord. Donc, il s'agit de Peter Davidson, alors, qui est maintenant secrétaire du registre des citoyens du monde, donc le local à Paris. Tu nous entends, Peter? Est-ce que vous nous entendez là? Oui, j'entends, mais je coupe mon micro pour pas avoir de bruit de fond. Micro ouvert, caméra ouverte. Bon. Allez-y. Loi considérée comme injuste. Bien, si quelqu'un veut prendre la parole par rapport à la petite vidéo qui a été proposée. Je vous disais que l'école démocratique au monde. Alors, le son passe mal, là. On n'entend pas les paroles. Si, la mosaïque. C'est ça, c'est ça.
Donc, là, je viens d'avoir une nouvelle de Roger Winterhalter. Roger Winterhalter, c'est l'animateur de la Maison de la Citoyenneté Mondiale à Mulhouse. Il a des problèmes pour se connecter. Mais je ne vais pas le guider maintenant. Hein. Bien, pour vous, qu'est-ce que l'éducation à la citoyenneté mondiale? Il faudrait que chacun dise un petit peu ce que c'est, hein, parce que donc ensuite, pour avancer, il faut partir de nos propres idées et non pas de celles qui nous viennent d'ailleurs. Et Jean-Baptiste, oui. Oui. Moi, je pense que l'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est déjà essayer de donner à chaque citoyen la capacité de se développer à l'égal des autres zones. Dans le reportage, on voit, dans la vidéo, on voit un paysan à qui on donne des nouveaux outils pour qu'il soit plus productif, comme dans les autres régions du monde. Je vois ça, c'est donner les moyens d'égalité, la citoyenneté du monde, parce que si on n'a pas d'égalité, on ne peut pas avoir de citoyenneté du monde. Mmh. Donc, il y a une personne qui vient d'arriver parmi nous, là, mais je ne le reconnais pas encore. Donc, quand vous ouvrez, votre micro est naturellement coupé. Hein, donc, il faut quand on se connecte, il faut donc l'ouvrir. Moi, je voudrais prendre la parole. Oui, allez-y. Oui, et je voudrais donc que nous réfléchissions sur comment faire passer le message aux enfants et aux adultes, évidemment, des pays dits pauvres. Oui. C'est une grande question parce que je me rends compte, moi, en travaillant avec Madagascar, que la plupart des gens ne sont déjà pas citoyens dans leur pays. Et donc, comment leur faire accéder à cette immense possibilité d'être citoyen du monde? Je m'excuse, mais j'ai une question pour Anne-Marie. Oui, allez-y. Que veut-elle dire par les gens ne sont pas citoyens dans leur pays? Je n'ai pas bien compris ce concept, même si je peux imaginer ce que ça veut dire. Alors, les personnes avec qui je travaille, y en a beaucoup qui sont illettrés déjà. Donc, ils ne sont pas tous alphabétisés. Et donc, ils ont du mal à comprendre déjà que leur participation à la vie politique soit une démarche personnelle et engagée personnellement. Et je me rends compte que lors des élections, par exemple, c'est très compliqué parce que les modes de fonctionnement dans les pays pauvres, c'est très souvent des achats de voix, en fait. Voilà, donc c'est pour ça que je me pose vraiment la question de comment se sentent-ils citoyens déjà dans leur pays. Donc voilà, j'ai un peu le sentiment que ils n'ont pas vraiment déjà accès à cette notion de citoyenneté. D'accord. Est-ce que c'est Jacques Pineda que l'on voit? Non. Pas lui.
Donc, il y a eu à la suite de l'annonce de ce petit échange, il y a eu une réponse de René Wadlow qui m'est arrivée là, dans la matinée. Je l'ai mise en ligne sur le site du Registre des citoyens du monde, Récimascope, où il présentait donc sa façon de voir la citoyenneté mondiale, lui, d'une manière un petit peu professorale, parce que donc il était professeur d'université, il est maintenant à la retraite et relativement avancé en âge, hein, mais toujours très très actif, président d'une association de citoyens du monde, donc états-unienne au départ. Et donc il m'a envoyé un discours qu'il a fait à l'UNESCO il y a 8 ou 15 jours. Alors, il présentait la citoyenneté mondiale surtout comme étant un état d'esprit. Donc, un état d'esprit, c'est-à-dire, ça revient un petit peu à ce qui était présenté dans la vidéo. Il faut être conscient de son environnement et conscient de la manière que l'on peut avoir, des moyens que l'on peut mettre en œuvre pour agir sur l'évolution du monde. C'est une façon de voir. Pour moi, elle est insuffisante. C'est pour ça que dans l'intitulé, j'ai écrit en plus l'information mondialiste. Alors, je ne vais pas vous orienter trop comme ça dès le départ, mais néanmoins, quand on fait une recherche sur Internet et qu'on cherche le mot citoyen du monde, on trouve une foule de réponses qui ne sont pas forcément des réponses qui correspondent à ce que nous, on recherche. On recherche, donc évidemment, ce sont des gens qui sont relativement ouverts d'esprit, qui sont conscients de leur appartenance au monde et conscients aussi de leur citoyenneté et de leur capacité à influer sur l'évolution du monde. Mais il manque une direction. Il manque une direction parce que, à titre individuel, on peut bien sûr être citoyen et essayer d'agir un petit peu sur son environnement proche par sa consommation, par sa manière de faire et d'être. Mais on est dans un monde qui est géré actuellement par la finance. Et la finance, elle est sauvage. La finance ne va pas devenir citoyenne, il ne faut pas le croire. Hein. Elle ne va pas devenir humaniste du jour au lendemain. La finance, elle est dans un monde concurrentiel, et tant que cette concurrence-là n'est pas régulée, c'est difficile. Et donc, le problème, c'est comment faire pour réguler, pour empêcher que ceux qui sont en concurrence nuisent aux citoyens, en fait. Donc, on le voit, par exemple, l'exemple qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est Monsanto avec le Roundup, le glyphosate. Et donc, ils sont en concurrence, ils essaient d'imposer leurs produits à travers la planète pour réussir à faire des bénéfices. Et donc, les citoyens là-dedans, ils sont un petit peu victimes parce qu'on sait qu'il y a des effets sur la santé qui sont indéniables et qui sont dommageables. Donc, il ne faut pas penser que Monsanto va devenir citoyen, et donc se mettre à être gentil d'un coup. Et donc, il faut réguler. Alors, pour réguler, il faut des lois. Il faut des lois qui soient acceptables et qui soient imposables. Acceptables, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des lois consenties et qui viennent, donc une autorité qui se base sur la volonté du peuple et que cette volonté soit applicable par des mesures imposées, quoi. Voilà. Donc, c'est pour ça que je voulais parler en même temps d'information mondialiste, parce que si on ne parle que de citoyenneté au niveau individuel, ça ne va pas être suffisant. Il faut aller au-delà. On a actuellement la pandémie de la Covid. Il est évident que, enfin, on le voit déjà, hein, les grandes sociétés se mettent déjà les États se mettent déjà en concurrence pour voir quel est le vaccin qui va pouvoir être vendu
et profiter aux plus riches déjà. Donc ça, il faut le réguler. Voilà, ça vous inspire, non? Moi, je voudrais revenir sur la notion de finance. Oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Donc, je disais, bon, je suis président d'honneur d'une association d'entreprises. Je ne suis plus en fonction, mais j'ai tout de même, tout à l'heure, on a une réunion justement du bureau. On est sur des communautés de 18 communes dans le Val d'Oise, et donc on échange sur pas mal de choses. Et justement, je vous entendais parler de finance, et moi, ce que je présente toujours les choses que pour moi, dans le monde financier, le drame, c'est qu'on a totalement, actuellement, ça fait longtemps, hein, mais si vous voulez, on a totalement dénaturé la fonction économique de l'argent. Et quand je prends l'exemple et le chiffre qui est indéniable, qu'actuellement, quand vous avez 95% des échanges financiers dans le monde qui se font chaque jour, se font sur la base de la spéculation. Donc vous voyez bien que l'argent est totalement détourné de sa fonction de base, qui est un vecteur le plus pratique, disons, pour faire des échanges et du commerce. Donc à partir de là, c'est les financiers qui gouvernent et qui ne sont plus intéressés que par la spéculation. Et c'est ça le drame, c'est ça qui perturbe et qui pollue totalement l'économie mondiale. Personnellement, je suis d'accord. Et vous? Si vous permettez, il y avait autre chose aussi. Enfin, c'est parce que moi, je suis venu aux Citoyens du Monde parce que avec Joseph Courpe, on parlait souvent entre nous, puisqu'on sont tous les deux âgés et retraités, on se promène en forêt et on discute, on échange, et on fait partie aussi d'un club de philosophes en forêt de Montmorency. Enfin bref, toujours est-il que moi, je suis persuadé qu'actuellement, justement, au lieu de penser français, européen, etc., il faut surtout penser monde, qu'on fait partie de la même terre et qu'on doit dépasser les réduits des pays pour pouvoir faire une organisation mondiale qui soit vraiment valable pour tout le monde. Voilà. Je peux intervenir là? Oui, allez-y. Denis Gallo à Marseille. Oui, j'écoute une conférence. Oui. Vous m'entendez? Un peu, oui. C'est un peu haché, mais oui. C'est ouvert. Allô, ça va? Allez-y. Monsieur Guénaud? Il ne faut pas s'en faire. Oui, bonne intervention n'est pas entendue, là. Hein. Des bêtises. Oui, mais c'est quand même des bêtises de détruire des choses pareilles. Vous m'entendez? Oui, oui, oui. On parle en vidéo à des gens. Allez-y, parlez. Oui, un peu. Je vais peut-être là m'approcher du micro. Une chose que je voulais dire, c'est que par rapport
à l'éducation ou à la citoyenneté du monde, je pense qu'il est intéressant d'y mettre un volet d'une langue universelle et d'y approcher l'espéranto là-dedans. Oui. Oui. Bon. Apparemment, donc le son il est très mauvais. Moi, je vous entends très bien. Voilà, donc je voulais apporter ce volet-là, c'est que il serait intéressant d'ajouter la citoyenneté du monde, l'objectif d'avoir une seconde langue universelle pour l'espéranto. Donc, je vais faire une petite réponse là-dessus. Donc, l'espéranto est une langue qui a son importance parmi les citoyens du monde. Depuis 1954, si je me souviens bien, donc le premier centre d'enregistrement en espéranto, qui était des citoyens du monde, qui était ouvert à Vienne en 1954, me semble-t-il. Et ensuite, il avait été repris par Roger Volpelière à Nîmes en 1956 ou 57. Et donc, ce centre international espérantiste existe toujours et fait partie des préoccupations. Enfin, cela fait partie des préoccupations que moi je porte parce que je suis espérantiste. Hein. Et donc, j'ai proposé, il n'y a pas longtemps, il y a une demi-heure, un peu plus d'une demi-heure, j'ai proposé à Jacques Pineda, qui est de Münster, à côté de Mulhouse, et il est espérantiste, et donc j'ai proposé qu'il y ait des conversations qui se passent aussi de cette manière-là, donc par vidéoconférence, en espéranto. Et donc là, nous avons, je sais pas, environ 600 citoyens du monde qui sont espérantistes à travers la planète. Et on le ferait. Et bien sûr, il faut apporter une connaissance sur l'espéranto dans les milieux qui ne le connaissent pas, hein, mais aussi faire progresser le milieu espérantiste pour qu'ils aient une bonne connaissance de la citoyenneté mondiale et qu'ils puissent la diffuser dans toutes les réunions dans lesquelles ils participent. Voilà. J'aurais une question. Oui. Je n'y connais rien comme je débute. Pourquoi l'espéranto et pourquoi pas l'anglais comme langue du monde? Ah, je vais répondre. Je vais répondre. L'anglais, c'est une langue de colonisation, une langue même impérialiste, qui, dans son développement, amène avec elle toute une force économique et militaire qui a conquis le monde par des pratiques économiques et aussi par la guerre. Hein, et donc, est-ce que l'anglais peut être une langue d'échange fraternel? On peut en douter. On peut en douter. Pas plus que le français. Le français, c'est pareil. Le français est également une langue de colonisation, une langue impérialiste qui s'est développée en faisant la guerre. Merci de la réponse. Oui. Alors, par contre, l'espéranto appartient à personne. Hein. L'espéranto appartient aux citoyens et des citoyens qui cherchent à avoir une communication d'égal à égal. On parlait d'égalité tout à l'heure, mais là aussi, égal à égal. Donc, c'est-à-dire qu'on n'apporte pas une culture, on respecte la culture de celui à qui on parle. Et donc, on fait un effort pour parler en espéranto. Celui qui est en face de nous a fait le même effort, si bien qu'il y a égalité. Alors que quand on est dans un échange, on va dire commercial, que ce soit en anglais ou en français, celui dont la langue maternelle est l'anglais ou le français domine. C'est naturel.
il connaît les arcanes de sa propre langue et il va dominer l'autre. Hein, donc en espéranto, les espérantistes ne cherchent pas à faire de commerce. Hein, et en espéranto, on n'a pas cette souci de rivalité, de domination. On est là pour parler à l'autre. C'est pour ça que, donc, en plus de sa propre langue maternelle, il faudrait connaître l'espéranto. J'ai une question peut-être un peu farfelue. Ah. Par rapport à ce qu'il vient de dire, excusez-moi, ce qui vient d'être dit. Oui. Est-ce que c'est vrai que toutes les langues en soi sont des langues commerciales et de domination? Parce que moi, je parle avec une personne qui parle russe, je parle donc anglais. Je n'ai pas l'impression que le développement de la Russie soit dominateur au sens commercial du terme. Il l'est peut-être au niveau de la guerre, mais voilà, je voulais savoir, est-ce que toutes les langues du monde peuvent être considérées comme domination en soi? Sûrement pas. Sûrement pas. Donc, le russe, alors là, enfin, moi, je ne vais pas faire un jugement, hein, mais le russe est quand même une langue qui est une langue impérialiste. Hein. Donc, la Russie, au départ, ce n'est pas si grand que ça. Et maintenant, elle s'étend sur toute la Sibérie et sur un grand nombre de pays aux alentours. Ils ont écrasé un certain nombre de langues locales. Et donc, les gens sont obligés de parler russe en plus de leur langue locale. Bon, c'est une langue quand même qui est de domination à l'intérieur de la Russie. Alors, le russe est admis à l'Organisation des Nations Unies, mais ne cherche pas à s'imposer au niveau mondial. C'est là la différence avec l'anglais. L'anglais cherche à s'imposer au niveau mondial alors que le russe ne cherche pas. D'accord. Il en est de même pour l'arabe ou le chinois. Hein. Ils sont aussi des langues au passé impérialiste. Donc il y a actuellement dans le monde, on compte entre 5 et 6 000 langues qui sont répertoriées à l'UNESCO. Et bon, il y a quelques langues dominatrices qui sont de l'ordre d'une dizaine, si on ajoute l'espagnol, le portugais, hein, et puis peut-être le swahili et d'autres encore, mais l'hindi, donc le mandchou évidemment. Mais donc on arrive à une dizaine de langues qui gèrent 95% des échanges internationaux. Les autres langues, ce sont des langues locales. Ben, si vous permettez justement, les langues, comme vous dites fort justement, qui ont été dominatrices, ce sont principalement justement des pays colonisateurs. Je reprends l'espagnol pour toute l'Amérique du Sud, le portugais aussi pour une partie du Brésil, justement, ça vient de là, des colonies. Et voilà, et on retrouve ça fort justement. Ces dizaines de langues, ce sont des pays qui ont mené des actions, et vous parliez tout à l'heure du russe, je sais très bien que dans tout le monde communiste avant, la première langue imposée à l'école était le russe, c'était pas l'anglais, c'était le russe. Donc aussi, ils avaient une fonction, une politique dominatrice de langue, du langage dans les pays, dans la zone qu'ils contrôlaient. Donc nos pays européens, avec leurs colonies, ont imposé leur langue dans les colonies qui sont envahies. Et voilà. Et comme vous dites fort justement, je suis tout à fait d'accord. Anne-Marie, la question des langues à la Réunion. Alors, oui, c'est intéressant comme débat. Moi, je voulais poser une première question. L'espéranto, comment peut-on apprendre l'espéranto? L'espéranto, donc, ça prend soit en cours, soit sur Internet, hein, grosso modo.
Donc des lieux de cours, il y en a beaucoup. Il y en a aussi à La Réunion. Hein. Donc à Saint-Denis, on va trouver un club espérantiste certainement. Mais vous n'êtes pas à Saint-Denis, vous. Non, moi je suis à Saint-Leu. Oui, alors à la Réunion, il y a une petite, une langue locale qui s'appelle le créole, oui. qui était une langue de communication mais non écrite, qui était une langue orale. Et donc, effectivement, le français s'est quand même imposé et le créole est en perte de vitesse. Même si quelques intellectuels ont essayé de l'écrire, mais c'est pas évident de passer d'une langue à l'écriture d'une langue qui a toujours été orale. Voilà. L'autre façon d'apprendre l'espéranto, c'est sur Internet. Là, il suffit de vous faites une recherche sur votre moteur de recherche préféré, apprendre l'espéranto et vous aurez beaucoup de propositions. Donc, au début de l'Internet, c'est-à-dire il y a maintenant une petite vingtaine d'années, l'espéranto était la deuxième langue sur Internet. D'accord. Oui, donc c'est pour dire un petit peu que sur Internet, on trouve énormément de choses en espéranto. Il y a par exemple, je crois que c'est 60 000 articles sur Wikipédia qui sont en espéranto. Donc Wikipédia, c'est 200 000 et quelques articles. Donc, il y a 60 000 qui existent en espéranto. Et où sont nos amis africains qui devaient se joindre à nous? Alors le problème chez les Africains, c'est que peut-être sont-ils en train de nous écouter, mais ils n'ont pas beaucoup de bandes passantes, alors on ne les voit pas et puis ils ne parlent pas. D'accord. Ouais. Donc déjà il y a 15 jours, on a eu comme ça la participation d'un Togolais qui a pu s'exprimer lui depuis Lomé, mais on ne l'a pas vu. Hein. Donc il s'est exprimé en français? Oui. Ah ben, au Togo, la langue officielle, c'est le français. Voilà. Je suppose qu'à La Réunion, la langue officielle, c'est le français en tant que territoire ou département d'outre-mer. C'est le français, effectivement, oui. Mais dans les écoles, le créole n'est pas interdit. C'est-à-dire, moi j'ai été institutrice et donc avec les tout petits, et notre premier contact était toujours en créole, avec une traduction par la suite pour apprendre la lecture. Donc il n'y a pas vraiment de racisme de langue. On est encore dans un monde où les deux langages sont reconnus et admis. Donc, on nous dit quelquefois que sur l'île de la Réunion, il y a eu beaucoup d'immigration de très nombreux pays, des gens qui sont arrivés pour se réfugier ou pour autre chose, et qui sont arrivés sur l'île de la Réunion. Et quelquefois, l'île de la Réunion nous est présentée comme étant un exemple de savoir-vivre ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, je le confirme. Je le confirme. On a des communautés. Alors, on a des communautés qui viennent de l'Inde, de la côte Malabar. On a des communautés chinoises. On a des communautés qui viennent aussi du Pakistan, qu'on appelle arabes ici. Et toutes ces communautés sont reconnues et pratiquent leur rite particulier, et il n'y a pas de jugement de valeur par rapport à ça. C'est un peu exceptionnel. C'est un peu exceptionnel. Et on a aussi évidemment toute une variété de types humains qui représentent pratiquement toutes les races qui existent sur la planète. Et donc, on cohabite très très bien tous ensemble.
C'est pour ça que quand j'ai découvert cette île, je m'y suis installée et je m'y sens bien parce que c'est vraiment, pour moi, un des possibles pour le reste du monde. Au moins sur ce plan-là. Bien, oui, parce qu'il y a du chômage. Oui, il y a beaucoup de chômage et il y a beaucoup d'inégalités sociales, il y a beaucoup de problèmes au niveau des revenus, parce qu'on n'est pas tous aussi bien lotis que certaines personnes. Il y a aussi une économie politique qui est très très mal menée, par rapport à plein de choses, à l'environnement en particulier. Voilà, moi ça fait 40 ans que j'espère que l'énergie soit plus fossile, mais qu'on a des possibilités ici entre le vent, le soleil, les marées. On a tellement de possibles et on est encore à patauger dans le pétrole, quoi. Voilà, parce que en fait, on est un département français et que c'est la politique de la France qui est imposée. Bien. Voilà, donc Ah, on n'entend plus. je dis ce n'est pas un modèle sur tous les plans. Non. Non. J'ai une question pour Anne-Marie. Le fait qu'il y ait tout ce chômage et ces difficultés sociales, voire environnementales, ça ne crée pas des tensions entre les gens? Alors, les tensions, certainement, mais des tensions qui ne vont pas au conflit. Voilà. Bien sûr, des tensions, des jalousies, des envies, bien sûr, mais qui ne vont pas jusqu'au conflit vraiment ouvert, quoi. Alors, j'ai une question subsidiaire à cela. Donc, s'il y a des tensions, s'il y a des conflits, est-ce qu'il y a des techniques développées localement, par exemple des conciliateurs, des juges de paix, des juges de quartier, des gens comme ça qui seraient un petit peu des références pour concilier ce qui est devenu un problème? On a les mêmes institutions qu'en France, hein. Les maisons de quartier existent, bien sûr, les maisons de justice aussi. Voilà, donc c'est les mêmes instances qu'en France. D'accord. Voilà. Peut-être il faudrait leur poser la question pour savoir si les personnes qui viennent les rencontrer arrivent à une entente sans aller plus loin, soit au tribunal ou soit à un conflit plus ouvert. Peut-être ça vaudrait peut-être le coup d'interroger les personnes qui sont dans ces structures-là. Mais ce que je vis moi au quotidien et ce que je vois vivre me fait penser que les conflits sont quand même résolus de manière pacifique. Bien. C'est un bon témoignage. Merci. Bien, ben, s'il y a d'autres sujets à évoquer, on peut, mais sinon on peut arrêter là cette réunion. On fera une meilleure réunion plus tard. Donc, Roger Winterhalter, qui n'a pas pu nous joindre là, nous a proposé de faire une réunion de cette manière-là. Alors, peut-être avec moins de problèmes techniques, sur le revenu universel de base. Donc, c'est une question qui se pose à nouveau et de plus en plus fort, mais donc surtout à partir de la crise sanitaire que nous avons connue, donc la crise économique qui s'ensuit.
et savoir s'il est possible d'établir un revenu universel de base qui permettrait aux citoyens d'avoir accès à ce qui lui est nécessaire pour vivre. Jean-Baptiste, tu voulais parler? Non, je ne pensais pas parler, mais est-ce que le revenu universel de base serait inséparable d'une monnaie mondiale? C'est peut-être ça qu'on pourra évoquer plus tard. Tout à fait. Tout à fait. Là, on est en plein dans le sujet. Là. Donc, je propose donc un rendez-vous, le prochain rendez-vous, le 10 juin, mercredi 10 juin. Dans 3 semaines. Voilà. Et puis, on va espérer qu'il y ait davantage de monde qui soit véritablement actif, parce que là, on a eu jusqu'à 10 écrans, mais il y en a 6 qui n'étaient pas là, quoi. C'est la première fois que j'assiste à ce genre de visioconférence. Oui. Et je trouve ça génial. Ben, c'est génial, il faut le développer, je trouve ça génial. un peu plus sûr au niveau technique, au niveau des participations des gens. Mais pour moi, c'est la deuxième fois que je l'organise, donc on est encore en apprentissage. Alors aujourd'hui, donc c'est enregistré, on va pas publier l'enregistrement, mais l'enregistrement, moi je vais le réécouter pour établir une synthèse. Et la synthèse va être elle diffusée. Merci beaucoup, Daniel. Voilà. Allez, au plaisir. Merci beaucoup. Daniel, bonsoir. Moi, comme je vous avais annoncé moi-même tout à l'heure, j'ai à nouveau une réunion Zoom au cadre de réunion de bureau de notre association d'inactifs sur les 18 communes du Val d'Oise où on gère la communauté de communes de Plaine Vallée, c'est Vallée de Montmorency et Plaine de France. Et donc voilà, à 18h, j'ai une autre réunion. Et là, par contre, je pratique depuis un moment Zoom et je trouve ça vraiment utile en ce moment, enfin pratique et qui nous permet de nous rencontrer. Donc, alors, sur le plan technique, le choix, donc on avait commencé avec Zoom et puis on a eu écho que Zoom avait des problèmes de confidentialité. Et donc, ils ont des problèmes parce qu'il y a eu avec le confinement, et le nombre d'utilisateurs a été multiplié par 20. Et ils ont eu je sais, mais enfin, je reprends toujours aussi l'image que mon fils aussi, qui travaille chez KPMG, qui est ingénieur financier, m'a parlé aussi de cette confidentialité de Zoom. Mais justement, un peu comme je disais tout à l'heure, Joseph Courc, on fait partie aussi d'une association de philosophes sur la forêt de Montmorency. Et donc, dans nos débats, on n'a rien à cacher. Hein. Donc, justement, confidentialité, ça ne gêne pas. Par contre, mon fils, qui pour lui travaille chez KPMG et avec des échanges de données économiques de sociétés, etc., ils ont préféré, comment ça s'appelle, pas Google Pro, Skype Pro. Ils ont un abonnement Skype Pro qui paraît-il est plus étanche au niveau de la sécurité. Je comprends. Et donc, on a choisi Jitsi parce que le Jitsi est un programme open source. Alors, ça a été un petit peu... Et donc, il n'y a pas besoin de mot de passe, mais évidemment, c'est un petit peu... On y accède facilement. On peut très bien avoir la participation de quelqu'un qui n'est pas tellement dans le sujet. Hein, c'est un petit peu le risque. Mais en tant qu'animateur, j'ai la possibilité de l'exclure. D'accord. Bon, voilà, il faut toujours un peu de police. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Voilà, merci. Au revoir. Ben, dis donc.